En 1994, une fillette et ses grands-parents disparurent de leur ferme au Texas, la nuit où celle-ci fut réduite en cendres, ne laissant derrière eux que de la suie et des questions sans réponse. Mais 18 ans plus tard, un propriétaire de casse automobile fait une découverte glaçante enfouie parmi les carcasses oubliées. Une trouvaille qui ravivera un mystère que l'on croyait à jamais enterré. Emma Halbrook, 7 ans, était allongée sur le ventre sous un patchwork de quilt, traçant du doigt les formes cousues à la main, tandis que le vent de fin d'été faisait claquer les fenêtres de la chambre. La seule lumière provenait de la veilleuse du couloir, une douce lueur ambrée qui rendait le papier peint lilas plus chaleureux qu'il ne l'était réellement. Banjo, son lapin en peluche usé, reposait près de son oreille. Elle inspirait l'odeur de coton fané qui lui rappelait sa mère, bien que le souvenir des visages de ses parents devenait flou, comme une vieille photo décolorée par le soleil. Elle était sur le point de s'endormir lorsqu'une voix d'homme, sèche et autoritaire, perça le silence. « Je t'ai dit, Gérald, cette terre ne vaut rien sans le droit d'eau du ruisseau. Signe ce foutu papier. » Emma se figea. Son grand-père ne haussait jamais la voix, et pourtant elle l'entendit répondre, d'un ton bas et tranchant, résonnant à travers les planchers. « Vous êtes en train de violer une propriété privée. Déguerpissez de mon perron avant que j'aille chercher mon fusil. » L'autre homme ricana méchamment, suivi du bruit de bottes raclant les planches. Une porte moustiquaire claqua. Emma se redressa, le cœur battant. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle aperçut deux silhouettes sous la lumière de la cour. La carrure robuste de son grand-père et un homme plus mince, vêtu d'un coupe-vent. L'étranger pointa un doigt dans la poitrine de Gérald, puis s'éloigna vers un SUV éclaboussé de boue, garé près de la grange. Des pas précipités retentirent dans le couloir. Ruth, sa grand-mère, entra et s'agenouilla près du lit, caressant les cheveux d'Emma. Son sourire semblait maîtrisé, mais ses mains tremblaient. « Dors, mon petit sucre. Ce n'est qu'un différend d'adulte. » « Qui était cet homme ?» chuchota Emma. « Personne dont on ne puisse s'occuper. Ferme les yeux. Papy verrouille les portes. » Emma obéit, mais elle tendit l'oreille jusqu'à ce que le crissement des pneus sur le gravier disparaisse. Ce n'est qu'alors que les épaules de Ruth se détendirent. Elle embrassa le front d'Emma et quitta la pièce, laissant derrière elle une odeur de fumée de bois et de lotion à la rose. La lumière du matin baignait la table de la cuisine. Gérald était debout à l'évier, frottant la terre d'un panier de tomates, tandis que Ruth retournait du pain de maïs dans une poêle en fonte. Emma, perchée sur le comptoir, balançait les jambes, encore troublée par la dispute. « Papy, pourquoi t'étais si fâché hier ?»« Rien d'important, ma chérie, » murmura Gérald en esquissant un demi-sourire. « Ne t'en fais pas. » Emma croisa le regard de Ruth. Sa grand-mère lui adressa un hochement rassurant, mais les commissures de sa bouche trahissaient l'inquiétude. Après le petit déjeuner, Gérald partit en ville en camion pour acheter du bois. Ruth occupa Emma à écosser des pois, mais jetait régulièrement un coup d'œil vers la route, comme si elle s'attendait à voir revenir le SUV. En fin d'après-midi, des nuages pourpres s'amoncelaient au-dessus de la ligne de mesquite. L'air avait une odeur métallique et les cigales s'étaient tues. Gérald revint avec des planches pour réparer le toit de la grange. Il travailla jusqu'à ce que des éclairs zèbrent le ciel. Au crépuscule, la pluie tomba à verse. L'électricité vacilla 2 fois, puis se stabilisa. Ruth alluma des bougies, fredonnant des cantiques pour apaiser Emma. « L'orage sera passé demain matin, » dit-elle en bordant l'enfant. « Pense aux rainettes qu'on entendra chanter après une bonne averse. » Le tonnerre fit vibrer les vitres. Emma ferma les yeux, s'efforçant d'imaginer des grenouilles, et non cette tension sourde qui avait plané toute la journée. Peu après minuit, Emma se réveilla en sursaut, l'odeur de coton brûlé de Banjo lui chatouillant le nez. Mais ce n'était pas Banjo. C'était une épaisse fumée qui s'infiltrait sous la porte. Elle toussa, les yeux en larmes, et sauta du lit. Dans le couloir, une lumière orange pulsait comme un battement de cœur. « Mamie !» cria-t-elle. Pas de réponse. Elle s'élança vers l'escalier, mais les flammes grimpèrent déjà la rampe, dévorant les photographies accrochées au mur. La chaleur la frappa au visage. Des vitres éclatèrent. Emma recula, les poumons en feu. Un souffle d'air glacé entra dans sa chambre quand la fenêtre vola en éclats. Elle recula en titubant, perdue dans la fumée. Quelque chose de lourd craqua au-dessus de sa tête. Dans la bruine grise de l'aube, les pompiers volontaires arrosaient le squelette fumant de la maison.
La moitié du toit s'était effondré sur la cuisine. Un escalier calciné menait nulle part. Les chaînes étaient un couvert de cendres, comme givrées. Le shérif Lonnie Pierce se tenait près du voisin le plus proche de Ruth, M. Delgado. Les deux hommes avaient le teint blême sous leur ciré. « Aucun reste humain », annonça le chef des pompiers. « On continue à fouiller, mais mes gars pensent qu'il n'y avait personne à l'intérieur quand ça s'est effondré. » Pierce fronça les sourcils. Le camion a disparu aussi. Les équipes fouillèrent dans les ravins et les clôtures jusqu'au milieu de l'après-midi, sans trouver ni véhicule ni empreinte. Seulement des ornières sur le chemin nord, menant à la route départementale 17. 48 heures plus tard, les enquêteurs de l'État passèrent les décombres au peigne fin. Ils découvrirent une lanterne à kérosène brisée près de la cheminée du salon, mais aucune source d'ignition concluante. Le rapport officiel conclut à une cause indéterminée. Gérald et Ruth furent inscrits au registre des personnes disparues avec la petite Emma. Des barrages routiers et des hélicoptères furent déployés en vain. La rivière au sud de la ferme fut sondée à la recherche du pick-up, mais les crues printanières et le limon en mouvement empêchèrent toute détection sonore. Des amis de l'église organisèrent des battues. Des affiches avec les photos du trio se décollaient lentement des poteaux téléphoniques dans tout le comté. Les équipes de télévision filmèrent les ruines noircies, où l'on devinait le squelette calciné du piano à travers un mur encore debout. Faute de preuves, les dossiers furent suspendus. 6 mois plus tard, la base de recherche ferma ses portes. Les journalistes passèrent à autre chose. La prairie autour repoussa jusqu'à hauteur de taille, et la boîte aux lettres des Holbrook rouilla jusqu'à se bloquer. Les gens du coin disaient que les Holbrook avaient sans doute péri dans l'incendie, leurs corps consumés. D'autres murmuraient des rumeurs plus sombres. Gérald, rongé par le chagrin après la mort de son fils et de sa belle-fille, aurait mis le feu et se serait jeté dans la rivière avec Emma. La chaleur était étouffante au-dessus de la casse Harrow, même à la fin du printemps. La poussière recouvrait tout d'un film poudreux, et les cris des mouettes tournaient dans le ciel comme si elles savaient que quelque chose avait refait surface. Knight Briggs, un employé à mi-temps fraîchement sorti de l'école communautaire, inventoriait les véhicules derrière le hangar principal lorsqu'il tomba sur le camion. Il était enfoui derrière une rangée de clôtures effondrées, partiellement dissimulées sous des carcasses rouillées et des appareils électroménagers jetés. Une bâche de toile usée couvrait la moitié avant de la cabine. Nate la souleva et recula en sifflant doucement. La peinture rouge était passée et striée de rouille, mais l'emblème sur la calandre était intact. Un Chevrolet Silverado à cabine allongée des années 90, du genre que les gens gardaient pendant des décennies. Il nota le numéro VIN sur la plaque métallique, essuyant la crasse avec sa manche, puis retourna au bureau pour le rentrer dans la base de données. Le système le rejeta immédiatement, un signal rouge clignotant. Propriétaire enregistré, Gérald Holbrook. Nate fixa l'écran, le cœur battant. « C'est pas possible », murmura-t-il en attrapant le téléphone fixe. Moins d'une heure plus tard, 2 adjoints du shérif étaient sur place et du ruban jaune fut tendu autour du camion, telle une auréole tardive. Claire Hull était assise dans son appartement à Austin, mangeant des restes de pad thai directement dans la boîte, l'oreille à moitié attentive aux informations du soir. L'écran de son ordinateur portable affichait le brouillon de son prochain billet de blog, quelque chose sur les élections locales, mais son esprit errait ailleurs. Puis elle entendit l'intonation de l'animateur changer. Dans le comté de Bastrop aujourd'hui, un employé d'une casse automobile a découvert un pick-up que l'on croit lié à une disparition en 1994, impliquant 3 personnes portées disparues. Un homme, sa femme et leur petite fille de 7 ans. Claire monta le son. L'image passa à un camion rouge partiellement soulevé par une grue, sa peinture écaillée bien visible. Le véhicule était immatriculé au nom de Gerald Holbrook. Gerald, sa femme Ruth et leur petite fille Emma avaient disparu lors d'une tempête en avril 1994. Leur ferme avait été détruite par un incendie et le camion n'avait jamais été retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Un vertige saisit Claire. Emma. Elle n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis des années. Mais voir ce camion la projeta brutalement dans le passé. Elle se revit entendre le rire d'Emma, leur cachette secrète près de la grange, leurs chansons stupides sur les tartines de boue et les libellules.
Claire avait 9 ans à l'époque. Elle se souvenait du silence qui avait suivi, des adultes qui murmuraient, des ruines calcinées de la maison, de la cérémonie funéraire sans cercueil. Elle resta figée une minute entière avant de saisir son téléphone. Puis elle ouvrit son agenda. Elle prévoyait un week-end à Dallas. Elle réserva à la place une voiture de location. 2 jours plus tard, Claire reprit la route vers la ville qu'elle avait autrefois appelée chez elle. Le paysage lui était à la fois familier et étranger. Moins de bosquets de peupliers, plus de stations-service et de maisons préfabriquées. Elle passa devant l'ancienne épicerie du coin où elle achetait des chewing-gums et des sodas avec Emma. C'était aujourd'hui un magasin de cigarettes électroniques, la vitrine protégée de barreaux. Son premier arrêt fut le bureau du shérif. La réceptionniste reconnut son nom. L'ancien adjoint Hall, époux de sa tante, était devenu shérif. Il la rejoignit dans le couloir, plus âgé et plus grisonnant, mais toujours empreint de sa bienveillance fatiguée. « Je me doutais que tu viendrais, dit-il. « C'est vraiment leur camion, demanda-t-elle. Sans aucun doute, le numéro vient correspond, et on a même retrouvé une boucle d'oreille d'Emma coincée entre le siège et la console. Claire avala sa salive. Et maintenant? On a rouvert l'enquête officiellement. Aucune trace des restes des grands-parents, mais l'état du camion laisse penser qu'il a été volontairement dissimulé. Celui qui l'a caché ne voulait pas qu'on le trouve. Il la conduisit dans une petite salle d'à côté, où des photos étaient imprimées. Le camion sous bâche, l'intérieur, la plaque d'immatriculation rongée par la rouille. Claire scruta chaque image, tentant de la faire coïncider avec le souvenir du rire d'Emma résonnant dans un champ de Bluebonnet. Claire quitta la route principale et ralentit lorsque sa voiture de location cahota sur le chemin de gravier menant à l'ancienne propriété des Holbrook. Les mauvaises herbes atteignaient les genoux le long des poteaux de clôture, maintenant inclinés, comme prêts à se dégager de la terre. Au sommet de la légère butte, la cheminée apparut la première. Un bloc de briques noircies, dressé vers le ciel tel un poing défiant. Le reste de la maison s'était effondré depuis longtemps. Elle se gara près du chemin et sortit, se protégeant les yeux du soleil. Aucun signe de vie, seulement le vent qui murmurait dans l'herbe haute. Une cigale bourdonna puis se tut. Claire resta immobile un instant, écoutant la terre vibrer sous ses pas. Les ruines de la maison Holbrook paraissaient plus petites qu'elle ne se les rappelait. Le pourtour des fondations était encore visible, les montants calcinés délimitant ce qui avait été la cuisine et le salon. Un pan de mur arrière, penché, formait l'encadrement tordu d'une ancienne porte. Claire avança lentement, chaque craquement de débris sous ses bottes résonnant dans le silence. L'odeur de la suie avait depuis longtemps disparu, remplacée par la terre sèche et l'humidité. Mais cette pesanteur silencieuse, cette souffrance muette, était restée intacte. Elle enjamba ce qui avait été le seuil et retint son souffle. Emma se tenait là, dit-elle à voix basse, un souffle face au vent. Elle pénétra plus avant dans les ruines, suivant des chemins à peine gravés dans sa mémoire. Elle pouvait presque les voir. 2 petites filles courant pieds nus sur le plancher, riant, les genoux écorchés par leurs escalades, les mains collantes de sucettes glacées. Il y avait eu une cachette, bien plus qu'un simple refuge lors des orages ou pour échapper aux adultes. Leur repère secret, un petit coin sous le plancher du salon, assez grand pour glisser une boîte à chaussures remplie de dessins, de bracelets en plastique et de cartes au trésor tracées au feutre rouge. Claire se dirigea instinctivement vers cet endroit. Ce qu'il en restait du toit s'était affaissé au-dessus, formant une voûte de poutres tordues et de métal vrillé, mais le plancher était étonnamment préservé. Le feu avait ravagé la maison, mais miraculeusement, ce coin-là avait été épargné. Elle s'agenouilla, écartant la suie et les feuilles mortes. Ses doigts trouvèrent la jointure entre 2 planches. Elle tira. Le bois bougea, mais résista. Elle tira plus fort, balança la planche de gauche à droite, jusqu'à ce que les vieux clous gémissent, puis elle la souleva. En dessous s'étendait un espace peu profond, à l'abri des flammes les plus violentes. Claire plongea la main et effleura quelque chose de doux, un tissu. Elle en sortit un petit paquet de linge, attaché par une ficelle. Le tissu était noirci, mais restait solide. Elle défit la ficelle avec précaution. À l'intérieur, une poupée fanée, maculée de suie, à laquelle manquait un œil. Claire cligna des yeux. C'était bien la poupée d'Emma, celle qu'elle avait surnommée Junie d'après un personnage de livre.
Sa chevelure de laine était emmêlée et une jambe à moitié fondue, mais elle était inconfondable. Sous la poupée reposait une pile de papier. Des dessins d'enfants, des esquisses au crayon gras de bonshommes souriants, étiquetés Emma et Claire. Le dernier objet était un petit boîtier plastique partiellement fondu, mais intact. Un rouleau de pellicule non développé. Claire s'assit sur ses talons, submergée par l'émotion. Ces objets n'avaient pas seulement survécu, ils avaient attendu, enfouis comme des preuves dans une capsule temporelle que personne n'avait jamais eu l'intention de découvrir. Le soleil déclinait derrière la colline tandis que Claire restait assise sur une poutre effondrée, le paquet sur les genoux. Elle fit glisser ses doigts sur le boîtier de film, sortit son téléphone et prit plusieurs clichés de la cachette, des poutres calcinées, de la cheminée dressée vers le ciel. Puis elle replaça soigneusement le tout dans le linge et glissa le paquet dans son sac à dos. Le shérif Lonnie Pierce leva les yeux de son bureau lorsque Claire entra dans son bureau juste après le coucher du soleil. Il désigna la chaise en face de lui. « Je me doutais que tu n'étais pas revenu juste pour la nostalgie. » Claire posa délicatement la poupée sur le bureau, puis déballa le reste du paquet. Pierce se pencha en avant. « Tu as trouvé ça où ?»« Dans le coin arrière de la maison. Là où Emma et moi nous cachions quand nous étions petites. Le feu ne l'a pas détruit. » Il prit le boîtier de pellicule et le fit tourner dans sa main. « Tu crois que ça va révéler quelque chose ?» Claire hocha la tête. « Je ne sais pas, mais c'était clairement dissimulé. Tu as déjà pensé que l'incendie n'était peut-être pas un accident ?» murmura-t-il, le regard perdu sur la poupée. À l'époque, le maréchal Ferrand n'avait pu établir de cause précise. La maison était trop calcinée. Mais si quelqu'un avait voulu dissimuler quelque chose, nous en avons parlé. Gérald avait eu un différend avec Earl Kincaid, son voisin promoteur et véritable casse-pied pour tout le monde. Il souhaitait racheter le pâturage arrière et Gérald avait refusé. Les yeux de Claire se plissèrent. Earl était toujours dans le coin, possédant désormais la moitié de la ville en dissimulant son nom dans des sociétés écrans. Il vivait à Westlake Hills. Claire tendit la main vers la poupée, la serrant doucement. « Je veux faire développer la pellicule. Tu peux m'aider ?» Pierce acquiesça. « On a toujours un gars qui s'occupe des vieux négatifs. Je lui confie ça demain. » Lorsque Claire se leva pour partir, il ajouta « Tu soulèves beaucoup de poussière, Claire. Retrouver ce camion, c'était une chose, mais tu crois vraiment qu'Emma est encore en vie ?» Claire soutint son regard. « Je pense que quelqu'un ne voulait pas qu'on la retrouve. » Claire s'assit sur le banc en bois juste devant le bureau du shérif, le soleil de fin de matinée lui chauffant le dos. À l'intérieur, le shérif Pierce se tenait près d'un vieux visionneur de diapositives dans lequel il chargeait les négatifs. En face de lui, Donnie, un technicien aux lunettes épaisses et à la coupe buzz, veillait à ne pas abîmer les tirages étalés sur la table. Claire se pencha lorsque Donnie fit défiler les premières images. « Bon, les premières vues sont assez classiques, » expliqua-t-il. « Photo de famille. Ici Ruth Halbrook en robe bleue, souriante à côté d'une tarte posée sur un rebord de fenêtre. Là, Emma, toute fière de sa dent du bonheur, brandit un bocal de luciole. Gérald apparaissait dans plusieurs clichés, portant des bottes de foin, bricolant sur son camion ou posant près d'un tracteur, manches retroussées et paumes enduites de graisse. Claire sentit son cœur se serrer. Ces instants semblaient vivants et chaleureux, figés quelques jours avant la tragédie. Donnie avança jusqu'aux dernières images. « Là, c'est là que ça devient étrange, » reprit-il. Sur le porche, Gérald se tient rigide, mi-corps tourné vers un homme hors champ, la bouche entr'ouverte et le bras levé comme pour repousser quelqu'un. L'expression sur son visage est indéchiffrable, entre colère et avertissement. L'image suivante est encore plus troublante. Gérald, de plus près, épaules carrées, menton levé, faisant face à un homme qu'on devine à peine dans l'ombre. Son visage est flou, impossible à identifier, mais le col de sa veste et sa posture traduisent une tension palpable. Ce n'était pas une simple visite de voisinage. Le cliché final est de travers et légèrement surexposé. Gérald n'apparaît plus et on ne voit que le bras du mystérieux personnage pointant vers la ferme. Claire chuchota. Ces photos ont été prises exprès. Le shérif Pierce hocha lentement la tête. Plus tard dans la journée, Claire retourna à la casse Arrow. L'atmosphère y était plus calme. Un seul opérateur de grue, au fond, traînait encore des réfrigérateurs rouillés comme des ossements métalliques.
Dans le bureau-garage, Dean Harrow, le propriétaire, était assis derrière un bureau délabré, jonché de bloc-notes et de mégots. Claire posa sur la table une photo du camion rouge. Vous avez dit que le camion Holbrook a été abandonné ici en 1995? Dean tira sur sa cigarette. Oui, un matin il est simplement apparu près de la clôture. Pas de papier, pas de clé, rien. À l'époque, on n'avait pas de caméra. L'atelier n'était pas fermé à clé. Quelqu'un a dû le garer là dans la nuit. J'ai cru qu'il était volé ou mis à la ferraille et qu'on l'avait déposé chez moi. J'en avais parlé à l'adjoint, qui est passé il y a des années, mais personne n'a donné suite. Claire lui montra alors la tirage du dernier cliché. Vous reconnaissez cet homme? Dean examina longuement la photo, puis secoua la tête. Ça peut être n'importe qui. Claire, assise en tailleur dans la salle des archives du comté de Bastrop, entourée d'une odeur de moisi et de toner, feuilletait des registres de remorquage de 1994 à 1996. Elle suivit du doigt les colonnes usées des dates, des numéros 20 et des annotations griffonnées en bleu. La plupart des dossiers concernaient des voitures en panne, des accrochages, des saisies, mais à mi-parcours du fichier 1995, une ligne attire son attention. 6 juin 1995. Aucun vin pick-up rouge, accidenté à Whitfield, sud du comté, récupéré par L. Given. Pas de van, pas de propriétaire identifié, pas de rapport de police, juste une note sommaire, cash, pas de question. Claire copia la ligne dans son carnet, puis se dirigea vers le guichet. Vous avez un contact pour un L. Given? La préposée, une dame âgée en cardigan rose et lunettes pendues sur le nez, leva un sourcil. Retraitée depuis des années, Lenny Given habite toujours la route 17, à ce que je sais. Essayez les mobil-homes près du réservoir. Claire la remercia et partit. Lenny Gibbons, comme on l'appelait peut-être à tort, avait l'air de ne plus quitter sa véranda. Sa chemise était à demi déboutonnée, ses yeux plissés sous la visière d'une casquette Ford délavée. Une tasse de café à moitié vide trônait à côté d'une boîte de tabac à chiquer. Quand Claire se présenta et évoqua les Holbrook, son expression changea. Ni colère, ni enthousiasme, juste de la méfiance. « Vous êtes journaliste ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle en sortant la photo du camion. Emma était ma meilleure amie. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. » Lenny contempla le cliché, puis désigna la chaise en plastique tachée de rouille à ses côtés. « Je m'en souviens de ce camion. Je l'ai retrouvé dans un champ de blé, à mi-chemin de la frontière du comté, juste après Old Mill Creek. L'avant était tout cabossé, comme s'il avait traversé une clôture, et il avait continué jusqu'à ce que la moisson l'arrête. « Quelqu'un était à l'intérieur ?» demanda Claire. « Non, vide. Pas de sang, pas d'effusion. La portière était entr'ouverte, le pare-brise fendu comme si un poil avait frappé de l'intérieur, mais aucune trace de personne, ni papier, ni plaque. » Lenny passa une main nerveuse dans ses cheveux. « J'aurais dû le signaler, mais avant même que je termine de le remorquer, un type est arrivé en SUV noir. Grand, la quarantaine, cheveux foncés, lunettes de soleil alors qu'il faisait nuageux. Il m'a proposé de payer cash pour que je livre tout ça à une casse près de chez vous. Il a dit que c'était pas volé, qu'il fallait juste s'en débarrasser, qu'il ne fallait pas poser de questions. Il vous a menacé? Sous-entendu, il m'a filé le triple de mon tarif habituel. Il me fallait l'argent, ma femme était malade cette année-là. » Claire sortit son carnet. « Vous vous souvenez de son nom? » « Il disait s'appeler Rick, » grogna Lenny. Il boitait un peu, par faim, à la limite du gerçage de gorge. « Ça pourrait être Earl Conkhead ?» proposa Claire. « Ça ne m'étonnerait pas, » ricana Lenny. « Cet homme a toujours les doigts dans 1000 dossiers. » Puis il pointa un doigt vers l'est. « Prenez la route vers le réservoir, tournez à gauche, au niveau du château d'eau. Il y a un petit chemin qui contourne l'ancienne ferme des Cooper. À un demi-mile, vous verrez un champ, la clôture y est encore tordue. C'est là que je l'ai trouvé. » Claire se leva. « Vous seriez prêt à en parler au shérif ?» Lenny souffla. « J'ai gardé le silence trop longtemps, mademoiselle Hall, mais peut-être qu'il est temps de faire ce qui est juste. Le champ n'avait pas été labouré depuis des années. De hautes herbes dorées se balançaient sous la brise, et les poteaux en bois de la clôture, grisâtres et friables, semblaient prêts à céder. Pourtant, 2 d'entre eux étaient de brisés nets, et le fil barbelé pendait là où un véhicule avait autrefois fracassé la barrière. Elle sortit et s'engagea sur le sentier,
scrutant la terre sèche du regard. Aucun panneau de pneus ne subsistait. Pas après tout ce temps. Lenny avait dit que le blé autour du site paraissait ébouriffé, comme si quelque chose avait traversé la parcelle. Si Emma avait été projetée hors du véhicule, elle aurait pu atterrir près d'ici, blessée, assommée, vivante. Mais personne ne l'avait trouvée, ou du moins, personne n'en avait rien dit. Claire se redressa et se dirigea vers sa voiture, l'esprit en ébullition. De retour au motel ce soir-là, Claire s'installa sur le lit, l'ordinateur portable ouvert, et établit la chronologie des faits. Le camion accidenté en 1995, Emma introuvable, quelqu'un payant pour dissimuler le véhicule, aucune trace de Gérald ou de Ruth quittant la région. Mais si Emma avait survécu, erré, ou pire, été élevée sous un autre nom, alors quelqu'un avait peut-être grandi en lui donnant ce nom. Claire ferma l'ordinateur et se frotta les yeux. Que t'est-il arrivé, Emma? 7 jours s'étaient écoulés depuis sa conversation avec Lenny Given et son passage dans ce champ de blé désert. Chaque jour depuis, elle avait parcouru les quartiers environnants, consulté les registres des écoles publiques et examiné les actes de propriété liés aux sociétés écrans d'Earl Kincaid. Les indices demeuraient trop ténus, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Ce matin-là, elle fit halte dans un café local qu'elle connaissait de son enfance. Judy's Table. La vraie Judy était partie depuis longtemps, mais le café avait conservé ses banquettes, bleu sarcelle et ses menus plastifiés jaunis par les années 90. L'odeur des galettes de pommes de terre et du café brûlé provenait de la cuisine, réconfortante et familière. Claire s'installa près de la fenêtre, ouvrit son carnet pour organiser ses découvertes autour d'un petit déjeuner rapide. Puis, elle leva les yeux. Derrière le comptoir, en train d'encaisser un client, se tenait une jeune femme qui la cloua sur place. Elle n'avait plus 7 ans, plutôt 24 ou 25 ans, mais elle possédait le même regard noisette écarté, le même petit fausset au menton quand elle fronçait les sourcils. Ses cheveux plus foncés étaient attachés en une queue de cheval lâche. Son badge affichait « Rachel ». Claire la contempla de trop près. Une fois la caisse libérée, elle s'approcha lentement. « Bonjour, vous êtes Rachel, c'est ça ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Rachel sourit poliment. « C'est bien moi. Que puis-je pour vous ?» Le cœur de Claire manqua un battement. « Ça va vous sembler étrange, mais est-ce que vous me reconnaissez ?» Rachel inclina la tête, intriguée. « Devrais-je » Claire chercha ses mots. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Elle s'appelait Emma. » Le sourire de Rachel se figea, remplacé par une légère confusion. Elle ouvrit la bouche lorsqu'une femme sortit de la cuisine, tablier poudré de farine, le regard perçant fixé sur Claire. « Il y a un problème ?» Rachel se reprit. « Non, non, elle croyait juste me connaître. » Claire s'excusa, tentant de garder un ton léger. « Je suis désolée. En fait, j'enquête sur une affaire non résolue. Ma meilleure amie d'enfance a disparu dans les années 90. Votre fille vous ressemble tellement. » La femme s'avança doucement mais fermement, posant une main sur le bras de Rachel. « Vous vous méprenez? Rachel a toujours vécu ici. Ça arrive, ces visions. On croit reconnaître un être perdu. » Elle offrit à Claire un sourire crispé. « Il faut que vous partiez. » Claire tenta une dernière fois. Emma Halbrook, c'était son nom. Elle a disparu après un incendie. « Je vous ai dit de partir », coupa la femme d'une voix tranchante. Sans un mot de plus, Claire quitta le café, le cœur battant, et regagna le parking. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Dans sa chambre de motel, elle contempla la seule photo qu'elle gardait au fond de son carnet. Un cliché de 1993 montrant 2 petites filles sur une balançoire, l'une avec une dent du bonheur et un genou écorché, l'autre aux couettes, avec de la peinture sur la joue. Emma et Claire. Elle inspira profondément et glissa la photo dans une enveloppe qu'elle demeura un long moment à tenir contre sa poitrine. Sur l'enveloppe, elle écrivit quelques mots. Le lendemain après-midi, elle se gara en face du café et attendit la fin du service de Rachel. Peu avant le crépuscule, Rachel sortit par l'arrière, un tote bag en toile à la main, et se dirigea vers un petit parc. Claire la suivit de loin pour ne pas l'effrayer. Quand Rachel s'assit sur un banc sous une rangée de chênes, Claire s'approcha lentement, gardant une posture détendue. « Je ne veux pas vous causer d'ennui.
Laissez-moi juste vous montrer quelque chose. Rachel leva les yeux, lasse, sans bouger. Claire sortit l'enveloppe de son sac et la lui tendit. Voilà, nous, vous et moi, il y a 21 ans. Rachel retira la photo de l'enveloppe et la fixa plus longtemps que Claire ne l'aurait cru. Je... je ne me souviens pas de ça, murmura-t-elle, la voix plus douce. Ses yeux restaient rivés à l'image. C'est normal, dit Claire. Vous aviez 7 ans, moi 9. Rachel traça du doigt la chaîne de la balançoire. Ce n'est pas le modèle de balançoire dont je me souviens. Elle était à la ferme Holbrook, expliqua Claire d'une voix douce avant l'incendie. Rachel sursauta. Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Vous aviez une poupée nommée Ginny, vous la cachiez sous votre lit enroulée dans une couverture, et vous détestiez qu'on y touche. Votre céréale préférée était celle au guimauve, la marque générique. Vous l'appeliez Cloud Crunch. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Comment? La voix de Claire resta ferme. Vous aviez une cicatrice au genou, vous disiez que cela vous donnait l'air courageuse. Nous dessinions des dragons sous les marches du porche. Rachel cligna des yeux plusieurs fois, puis baissa le regard sur la photo. Je ne me rappelle de rien de tout ça. Claire se releva. Ce n'est pas grave. Gardez juste la photo, c'est tout ce que je vous demande. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna. La maison était silencieuse lorsque Rachel rentra. Sa mère adoptive était déjà couchée et la télévision du salon bourdonna jusqu'à ce qu'elle l'éteigne. La photo offerte par Claire reposait dans la poche de son sac, intacte depuis la rencontre au parc. Mais dans l'intimité de sa chambre, porte close et store tirée, Rachel en sortit l'image, la posa délicatement sur sa table de chevet et la contempla sous la douce lumière ambrée de la lampe. Les bords, usés, étaient gondolés par endroits. Son propre visage, plus jeune, joufflu, les yeux pétillants, lui souriait à côté d'une autre fillette étrangement familière. Quelque chose dans sa posture, sa façon de tenir la balançoire, nourrissait une étrange nostalgie. Sans se déshabiller, Rachel glissa sous la couverture, allongea son corps sur le côté et pressa la photo contre sa poitrine. Son pouce effleura la signature « Claire » au dos de l'image. Le sommeil la trouva lentement, puis d'un seul coup. Le champ n'avait pas été labouré depuis des années. De hautes herbes dorées se balancèrent dans la brise, et les poteaux de la clôture, grisâtres et friables, semblaient après à céder. Pourtant, 2 d'entre eux étaient de brisés nets, et le fil barbelé pendait là où un véhicule avait autrefois fracassé la barrière. Elle sortit et suivit le sentier, les yeux scrutant la terre sèche. Aucune trace de pneus ne subsistait. Pas après tout ce temps. Lenny avait dit que le blé autour du lieu d'impact semblait ébouriffé, comme si quelque chose l'avait traversé. Si Emma avait été projetée hors du véhicule, elle aurait pu atterrir près d'ici, blessée, étourdie, vivante même, mais personne ne l'avait retrouvée, ou personne n'en avait parlé. De retour au motel ce soir-là, Claire s'installa sur son lit, l'ordinateur portable ouvert, et traça la chronologie. Camion accidenté en 1995. Emma introuvable, quelqu'un payant pour cacher le véhicule. Aucune trace de Gérald ou de Ruth quittant la région. Mais si Emma avait survécu et erré, ou pire, été élevée sous un autre nom, alors quelqu'un portait peut-être un secret. Claire ferma l'ordinateur et se frotta les yeux. Que t'est-il arrivé, Emma? 7 jours s'étaient écoulés depuis sa discussion avec Lenny Given et sa promenade dans ce champ silencieux. Chaque jour, elle avait sillonné les quartiers voisins, consulté les archives scolaires publiques et épluché les actes de propriété liés aux sociétés écrans d'Earl Kincaid. Les indices restaient ténus, mais quelque chose en elle lui interdisait d'abandonner. Ce matin-là, elle fit halte dans un café local de son enfance, Judy's Table. La vraie Judy était partie depuis longtemps, mais les banquettes turquoises et les menus plastifiés des années 90 y étaient restés. L'odeur des galettes de pommes de terre et du café trop fort flottait depuis la cuisine, réconfortante et familière. Claire s'installa près de la fenêtre, ouvrit son carnet pour trier ses notes, puis leva les yeux. Derrière le comptoir, en train d'encaisser un client, se tenait une jeune femme qui la paralysa. Elle n'avait plus 7 ans, plutôt 24 ou 25, mais possédait les mêmes larges yeux noisettes et le petit faucette quand elle fronçait les sourcils. Ses cheveux plus foncés étaient attachés en une queue de cheval lâche, et son badge indiquait « Rachel ».
Claire la dévisagea trop longuement. Lorsque la caisse se libéra, elle s'approcha lentement. « Bonjour, vous êtes Rachel, c'est bien ça ?»« C'est moi, » répondit la jeune femme souriante. « Que puis-je pour vous ?»« Je sais que ça va paraître étrange, mais... Me reconnaissez-vous ?» Rachel pencha la tête, incertaine. « Devrais-je ?» Claire chercha ses mots. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Elle s'appelait Emma. » Le sourire de Rachel se figea, remplacé par un léger trouble. Elle ouvrit la bouche quand une femme sortit de la cuisine, tablier poudré de farine, regard dur, et fixa Claire. « Vous avez un problème ?»« Non, » balbutia Rachel. Elle croyait juste me connaître. « Je vous prie de partir, » coupa la femme, le ton tranchant. Claire tenta une ultime explication. « Emma Holbrook, elle a disparu après un incendie. »« Je vous l'ai dit, partez maintenant. » Sans insister, Claire sortit dans la lumière crue du parking et regagna son motel. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fixa la seule photo glissée dans son carnet, un cliché de 1993 montrant deux petites filles sur une balançoire, l'une avec une dent manquante et un genou écorché, l'autre aux couettes et taches de peinture sur la joue. Emma et Claire. Dans un souffle, elle glissa la photo dans une enveloppe, y inscrivit quelques mots, puis s'endormit enfin. Le lendemain après-midi, elle patienta en voiture face au café. À l'heure du départ, Rachel sortit par la porte arrière, un tote bag en toile à la main, et se dirigea vers un petit parc voisin. Claire la suivit de loin sans faire de bruit. Quand Rachel s'assit sous une rangée de chênes, elle s'approcha, l'air détendu. « Je ne veux pas vous causer d'ennui. Laissez-moi juste vous montrer quelque chose. » Rachel la fixa, fatiguée. Claire tendit l'enveloppe. « Voilà, nous, vous et moi, il y a 21 ans. » Rachel retira la photo et la contempla longuement, sans un mot. « Je ne me rappelle pas de ça, » souffla-t-elle. « C'est normal, » expliqua Claire. « Vous aviez 7 ans, moi 9. » Rachel traça du doigt la chaîne de la balançoire. « Ce n'est pas la balançoire dont je me souviens. Elle se trouvait à la ferme des Holbrook avant l'incendie, » rappela Claire d'une voix douce. Rachel sursauta. « Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Vous aviez une poupée, Junie, que vous cachiez sous votre lit dans une couverture. Votre céréale préférée, celle au guimauve, la marque générique, vous l'appeliez Cloud Crunch. » Le visage de Rachel se figea. « Comment ?» La voix de Claire demeura ferme. « Vous aviez une cicatrice au genou. Vous disiez qu'elle vous donnait l'air courageuse. Nous dessinions des dragons sous le porche. » Rachel cligna des yeux, le regard revenu sur la photo. « Je ne me souviens de rien. » Claire se redressa. « Gardez la photo. C'est tout ce que je vous demande. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna. Le rêve n'avait pas l'aspect flou ou irréel des rêves habituels. Il était vif, net, ancré dans la réalité. Elle se tenait pieds nus sur une large véranda, les lattes chaudes sous ses orteils. Le vent agitait les hautes herbes au-delà de la clôture. Des rires résonnaient depuis l'intérieur. Un rire doux de femme, un fredonnement grave d'homme. « Emma !» appela cette voix féminine. Ce nom encore, Emma. L'image changea. Elle était assise sur le plancher d'un petit salon, l'odeur de cannelle et de fumée de bois flottant dans l'air. Sa grand-mère, Ruth, épluchait des pommes au comptoir de la cuisine, et son grand-père, Gérald, fredonnait en s'essuyant les mains, graisseuses, avec un vieux chiffon. Elle se sentait en sécurité. Puis l'atmosphère bascula, une pesanteur nouvelle glissa comme une lame. La porte d'entrée claqua. Gérald se tenait raide dans l'embrasure, bloquant quelqu'un juste dehors. Des voix s'élevaient, un homme hurlait, la voix basse et furieuse. Ruth s'élança et l'enjoignit de monter à l'étage, vite, pour se taire. Le rêve changea à nouveau. Il pleuvait à verse, des litres d'eau tambourinés sur le pare-brise. Elle était dans le camion, la ceinture serrée sur sa poitrine, la vitre embuée, l'atmosphère lourde de tension. Les jointures de son grand-père étaient en blanche autour du volant. Il regardait sans cesse dans son rétroviseur. Puis le monde explosa. Métal déchiré, verre pulvérisé, le camion dérapa, heurta quelque chose, tout partit de travers. La ceinture céda. Elle fut propulsée. Son corps heurta le sol violemment. Un impact qui résonna dans son crâne comme un coup de tonnerre. Tout se tut. L'obscurité la recouvrit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, c'était le matin. La lumière filtrait à travers les arbres. La pluie avait cessé et quelque chose bougeait au-dessus d'elle.
Une silhouette à larges épaules, veste en flanelle, le visage à l'ombre d'une casquette. « Ma chérie », murmura-t-il en se baissant près d'elle, « tu es en sécurité maintenant. » Il sentait le savon et le diesel. Une autre figure apparut, une femme inquiète tenant une couverture. « D'où elle sort ?» dit l'homme. « Je ne sais pas, répondit-il. Pas de papier d'identité, elle est blessée. On va l'emmener chez elle. » La femme posa ses mains autour du visage de la fillette. « Peux-tu nous dire ton nom ?» Rachel ouvrit la bouche dans le rêve, mais aucun son ne sortit. Tout avait disparu de sa mémoire. Elle se redressa en sursaut dans son lit, le souffle court, trempé de sueur. La photo gisait à terre près de son chevet. Elle la saisit de main tremblante et la pressa contre sa poitrine, comme dans le rêve. Les visages, les lieux, la balançoire, l'incendie, l'accident, tout lui revint en fragments. Son nom réel, Emma. Elle n'était pas Rachel, pas vraiment. Sans un mot, elle glissa hors du lit, alla à la fenêtre et posa son front contre la vitre. Dehors, le lampadaire clignotait au-dessus du pick-up de son père adoptif. Il l'avait retrouvée, élevée, et lui avait menti. Peut-être sans mauvaise intention, mais sans dire la vérité. Elle saisit son téléphone, toujours avec des mains tremblantes. L'écran brillait. 2h46 du matin. Elle chercha le nom de Claire, le pouce hésita un instant, puis elle tapa « Appeler ». Claire se réveilla en sursaut au vrombissement du téléphone sur sa table de nuit. Elle l'attrapa à moitié endormie, pensant à une alerte météo ou un appel indésirable. Mais lorsque le nom Rachel apparut, elle s'assit droit. « Allô ?» dit-elle. La voix à l'autre bout était un murmure. « Claire. »« Je me souviens. » Claire cligna des yeux. « Rachel ?»« Non, » murmura la voix, « c'est Emma. Je me souviens de la véranda, de la balançoire, de mes grands-parents, de la nuit de l'incendie, de l'accident. Je me souviens de tout. » Claire resta un instant silencieuse puis demanda, la voix brisée. « Tu en es sûr ?»« Oui, c'était comme enfermé, et la photo a tout déverrouillé. » Claire reprit contenance. « Emma, tu sais qui l'a fait ?»« C'était lui, l'homme qui venait souvent. Mon grand-père l'appelait Earl. Il lui a crié dessus la nuit de l'incendie. C'est la dernière chose que j'ai vue avant qu'on parte dans le camion. » Claire saisit son carnet. « Earl Kincaid, oui. » Un silence s'installa. « Que dois-je faire maintenant ?» murmura Emma. La voix de Claire, calme et assurée. « Tu viens avec moi. On va au bureau du shérif, tu lui dis tout, et on finit ce qu'on a commencé. » Après un moment, un souffle déterminé répondit « D'accord. » Au petit matin, Claire arpenta le parking du motel, téléphone collé à l'oreille. Le soleil n'avait pas encore dépassé la crête des arbres. Emma rappela. « Je suis prête, dit-elle. Où es-tu ?»« Je descends Sycamore, » répondit Claire. « J'ai pris la matinée. Je n'ai rien justifié. »« Parfait. » Claire raccrocha et sortit. Elle retrouva Emma devant le bureau de poste, les mains enfoncées dans sa capuche, le visage pâle, les yeux chargés de souvenirs tout juste débloqués. Emma monta dans la voiture sans un mot, et Claire démarra, en silence. Elles s'arrêtèrent à un point de vue discret sur la route 20. Devant elle, une prairie dorée, seulement parsemée de pins et de chênes rabougris. Claire coupa le moteur. Emma expira et posa la tête contre la vitre. « Dis-moi tout ce dont tu te souviens, » demanda Claire doucement. Emma demeura muette un instant, puis tourna lentement la tête vers elle. Il venait souvent. Je reconnais maintenant sa voix, âpre et rauque. Il ne frappait jamais, il apparaissait tout bonnement. Mon grand-père ne l'aimait pas. Je me revois, ma grand-mère me faisait sortir jouer à l'arrière chaque fois qu'il venait. Je crois qu'elle en avait peur. Claire hocha la tête sans interrompre. Il voulait la terre, se souvient toujours Emma. Il disait avoir des projets. Mon grand-père lui répondait toujours non, que cette ferme était dans notre famille depuis trop longtemps. La voix d'Emma trembla, puis se fit plus claire. Cette nuit-là, je me suis réveillée en entendant des cris, pas les habituels, plus forts, plus proches. Je suis descendue. J'ai vu Earl sur le porche, en train de hurler contre Papy. Il lui disait « Tu compliques les choses pour rien ». Ses mains se serrèrent sur ses genoux. Le feu a commencé à gagner la cuisine. Papy a dit à Mamie de m'attraper. Elle m'a prise dans ses bras et on est monté dans le camion. On a dévalé l'allée dans l'obscurité. J'ai retourné la tête et vu la maison en flammes. Puis on a heurté quelque chose.
Je suis sorti, projeté. Elle s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. Tout s'est effacé. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit chaud. Un homme et une femme m'ont dit que j'avais été blessé, que je m'appelais Rachel et que j'avais eu un accident. Je ne les ai pas remis en question. J'avais mal à la tête pendant des semaines. J'avais 7 ans. Ils étaient gentils. Je croyais qu'ils disaient la vérité. Elle tourna un regard humide vers Claire. Ils n'étaient pas méchants. Claire posa une main sur la sienne. Emma serra fort. Il est temps de régler ça, murmura-t-elle. Allons au bureau du shérif. Le shérif Pierce leva les yeux de son bureau lorsque Claire et Emma entrèrent. Il dévisagea la jeune femme à ses côtés et demanda doucement. « Rachel ?» Emma releva le menton, la voix ferme. « Non, je m'appelle Emma Halbrook. » Pierce cligna des yeux, puis désigna les chaises. « Asseyez-vous. Commencez depuis le début. » Pendant l'heure qui suivit, Emma lui raconta tout ce dont elle se souvenait. Ses grands-parents, l'incendie, l'accident, le couple qu'il avait recueilli. Claire ajouta les détails qu'elle avait recueillis. La photo, la poupée, le camion, les registres de remorquage de Lenny Given et l'historique d'Earl Conkhead, toujours prêt à acquérir des terrains de force. Quand Emma prononça enfin le nom d'Earl Conkhead, Pierce se massa la mâchoire. « Je me souviens de lui, un homme sans scrupules, avec des avocats, de l'argent et des amis haut placés. »« Mais nous avons tout ce qu'il faut, » répliqua Claire. Son témoignage, le cliché de la confrontation, les registres de remorquage, la pellicule. Tous les indices mènent à lui. Pierce se leva et alla devant le tableau d'indices affiché au mur du fond. Il fixa la photo du personnage mystérieux pointant vers la maison. « Ça ne prouve pas l'incendie volontaire, » dit-il. « Mais ça prouve qu'il était là, et maintenant, nous avons aussi un mobile. » La voix d'Emma était posée. « Il a tué mes grands-parents. » Le bureau du shérif ne réagit pas aussi vite que Claire et Emma l'espéraient. Quelques jours après la déposition solennelle d'Emma, le shérif Pierce envoya des demandes de rapports archivés, de dossiers d'urbanisme et d'autorisation de citation à comparaître. Mais presque aussitôt, quelque chose fit barrage. Claire vit le visage de Pierce se crisper chaque fois qu'elle revenait pour un point d'étape. Fermé, frustré. Puis vint l'appel du bureau du procureur de district. « Nous examinons tout attentivement », déclara l'adjoint du procureur d'une voix trop polie, trop rodée. « Vu le profil de la personne concernée, il nous faut avancer prudemment. » Par profil, ils entendaient Earl Conkhead. Bientôt, l'obstruction devint plus manifeste. Une lettre formelle de l'équipe juridique de Conkhead arriva dans la semaine, menaçant pour diffamation, mensonge, harcèlement. Il citait un précédent article de Claire sur l'incendie chez les Halbrook, accusant une vendetta déguisée en journalisme d'investigation. Pris entre son devoir et les pressions politiques, le shérif Pierce réunit Emma et Claire. « Je vous crois, » admit-il, « mais la croyance ne suffit pas pour un mandat. Pas quand Conkhead finance la moitié du comté. »« Alors obtenons plus qu'une simple croyance, » répondit Claire. Elles transformèrent la chambre de motel en salle de guerre. Claire étala la carte, documents expurgés et notes griffonnées sur le lit et la table basse. Emma passa au crible les archives locales de journaux de 1993 à 1996, repérant chaque mention de projet d'aménagement, de révision de plans, de conflit ou d'audience publique avec le nom d'Earl Conkhead. Claire rédigea une nouvelle version de son article, prudente dans les formules mais soulignant les anomalies. La brusque interruption de l'enquête sur les Halbrook, l'apparition anonyme du camion et la fulgurante expansion de Conkhead Holdings juste après l'incendie. Elle contacta d'anciens informateurs, envoya des mails à d'autres journalistes et publia un billet de blog demandant si quelqu'un se souvenait de quelque chose d'inhabituel au printemps 1994. 2 jours plus tard, un message arriva. Frank Garrison, pompier à la retraite. J'étais de service la nuit de l'incendie chez les Halbrook. J'ai vu des choses. Frank les attendit dans un dîner sur l'I-71. Un homme discret dans la soixantaine, aux mains calleuses et à la mémoire vive. Il glissa un carnet jaune sur la table. Je tenais mon propre registre pour les assurances et le juridique. Il tourna à la date du 14 avril 1994.
Nous avons été dépêchés à 1h12 du matin. La maison était déjà en flammes. Ce que je n'ai jamais mis dans le rapport, c'est ce que j'ai vu en arrivant sur Old Creek Road. Il pointa la ligne au crayon. SUV noir garé près de la clôture, moteur allumé, personne à l'intérieur. Je n'y ai pas prêté attention, je me suis dit que c'était un voisin. 2 semaines plus tard, je l'ai revu stationné devant un terrain clôturé sur la Highway Seine 85. J'ai cru à une coïncidence. Vous souvenez-vous de la plaque demanda Claire. Pas exactement, mais je me rappelle du terrain. Frank griffonna l'adresse sur une serviette. Cette parcelle appartenait à Gerald Holbrook, vendue quelques mois après l'incendie. Transaction discrète, LLC, nommée Murray Pines Holdings. On disait que Concade finançait. Claire plia la serviette avec soin. Il faut envoyer des chiens pisteurs. Le shérif Pierce rechignait à contourner les procédures, alors que l'article de Claire, largement partagé en ligne, mettait la pression. Sous la demande publique, des militants locaux réclamèrent une enquête. Un juge signa finalement un mandat de perquisition limité au terrain non bâti. Dès l'aube, l'équipe cynophile du comté fut dépêchée sur place. Emma insista pour être présente, et Claire n'objecta pas. Le champ était silencieux à l'aurore. Des pins bordaient le côté ouest, et la broussaille n'avait pas été touchée depuis des années. On disait que la qualité du sol rendait le terrain non constructible, une excuse commode. 30 minutes après leur arrivée, le berger allemand Zig signala. Il s'arrêta au bord d'une pente et se mit à aboyer. 2 autres chiens confirmèrent. En 1 heure, on déterra des os. 2 ensembles, identifiés par empreinte dentaire, confirmés dès le lendemain. Ruth et Gerald Holbrook n'étaient pas morts dans l'incendie. Leurs restes avaient été enterrés juste à l'extérieur de la parcelle qu'ils refusèrent de vendre. Le laboratoire étatique réexamina alors le camion récupéré à la casse. Les cellules cutanées présentes sur le volant et la poignée de porte passager furent analysées. L'ADN partiel correspondait à un profil d'Earl Concade, prélevé des années plus tôt lors d'un procès civil retentissant. Mais ce n'était pas tout. Parmi les restes fut retrouvé un vieux garde-temps en argent portant partiellement l'empreinte digitale d'Earl Concade. Cette même montre figurait sur l'un des clichés tirés de la pellicule. Emma se souvenait l'avoir portée la semaine précédant le sinistre. Le bureau du procureur reçut ces éléments. Cet après-midi-là même, Rachel passa une analyse ADN formelle. Le résultat ne laissait aucun doute. Elle était bien Emma Holbrook. La fillette disparue avait été retrouvée. Un mardi après-midi, sous les caméras et le feu des projecteurs, des adjoints encerclèrent le siège vitré de Kincaid Development. Earl venait de sortir de son SUV noir quand il aperçut les véhicules de police. Il ne résista pas, ne prononça pas un mot. Menotté, il monta à l'arrière d'une voiture de patrouille, impassible. Plus tard, les chefs d'accusation furent lus. Incendie volontaire, 2 homicides au premier degré, enlèvement par dissimulation, altération de preuves, conspiration pour entrave à la justice. La nouvelle se répandit rapidement. Emma regardait l'arrestation sur un écran de la salle de pause du shérif, les mains serrées sur ses genoux. Claire était assise à ses côtés, silencieuse. « C'est fini », murmura Claire. Emma secoua la tête. Les retombées de l'arrestation d'Earl Concade furent immédiates et retentissantes. Le dernier article de Claire, enfoui sous la cendre, la fille, la terre et l'homme qui ont tenté de les effacer, se propagea à travers l'État en quelques heures. Des médias nationaux en firent écho. Le cliché d'Earl menotté fut affiché sur tous les écrans et à la une de nombreux journaux. Des investisseurs, autrefois désireux de s'associer à ces projets d'expansion en banlieue, se retirèrent les uns après les autres. À la fin de la semaine, l'action de sa société avait chuté de 40%. Les élus locaux qui avaient accepté des dons de sa part rappelèrent subitement qu'ils devaient les restituer et le firent savoir publiquement. Un grand jury fut constitué dans le comté de Travis. Les preuves mises à jour par Claire et Emma, liens ADN, transactions foncières, témoignages et même les restes découverts, furent présentées avec un poids méthodique. Emma déclara sous serment à huis clos. Ses propos étaient clairs, assurés et sans préparation apparente. Le jury revint avec une décision unanime. Mise en accusation. Earl Concade fut officiellement mis en examen pour 5 chefs. Incendie volontaire, double homicide, enlèvement de mineurs, entrave à la justice et altération de preuves.
Il lui fut refusé la remise en liberté sous caution. Claire se tenait devant le palais de justice lorsqu'on annonça la nouvelle, filmant la conférence de presse. Le ciel était dégagé, le vent calme. Une semaine plus tard, Emma se tenait seule dans un coin tranquille du cimetière commémoratif de Bastrop. Les stèles étaient neuves, la terre plus sombre et plus meuble que le sol alentour. Les noms gravés dans le granit poli, Ruth Halbrook 1939, 1994, Gerald Halbrook 1937, 1994. Dans sa main, elle tenait la photo que Claire lui avait donnée, celle qui avait déclenché son rêve et tout changé. L'image, désormais fanée, au bord encore plus replié, était toujours intacte. Emma s'agenouilla devant la tombe et déposa la photo au pied de celle de Ruth, l'alourdissant d'un galet lisse qu'elle gardait dans la poche de son manteau depuis cette nuit dans le champ de blé. « Désolée d'avoir mis si longtemps », chuchota-t-elle. Une brise fit bruisser les branches de chêne au-dessus d'elle, douce et feutrée, comme une voix lointaine. Elle resta immobile un instant, puis se redressa et partit sans dire un mot. Claire attendait à distance, respectueuse, les mains jointes. Quand Emma revint vers la voiture, Claire lui offrit un petit sourire. « Prête ?»« Oui. » Elles regagnèrent la voiture en silence. Emma commença une thérapie la semaine suivante. Sa première séance fut hésitante, la deuxième plus éprouvante. Mais dès la troisième, elle commença à parler de l'incendie, du crash, de la confusion d'avoir été une autre personne. Des gens qui l'avaient élevée, pas méchants, simplement silencieux. De l'écart entre ces deux vies et de la difficulté de les réconcilier. La thérapeute, une femme discrète nommée Dre Hallol, lui donna des outils pour trier ses souvenirs. Distinguer le réel du déformé, accepter ce qui pouvait rester fragmentaire. Peu à peu, Emma s'autorisa à faire son deuil. Bientôt, elle retrouva sa famille élargie. Tantes et oncles, cousins qu'elle ne reconnaissait qu'à peine des anniversaires de son enfance. Les réactions furent variées, choc, soulagement, regret, mais tous l'accueillirent chaleureusement. Il y avait de la place à leur table, des photos sur la cheminée, des étreintes sincères. Claire ne poussa jamais, ne resta pas envahissante, simplement présente à chaque étape quand Emma avait besoin de compagnie et absente quand elle réclamait la solitude. Elles partagèrent café, longues balades en voiture, après-midi calmes où l'écoute prévalait sur la parole. 2 mois après l'arrestation d'Earl, Claire et Emma retournèrent sur la propriété Halbrook. Le comté avait fait démolir les derniers vestiges de la ferme. Il ne restait qu'une parcelle de terre brûlée. Mais l'herbe repoussait déjà sur les bords, verte et tenace. La balançoire avait disparu, mais l'arbre sous lequel elle était suspendue demeurait, écorce calcinée mais vivant. Elles marchèrent lentement, les bottes crissant sur la terre givrée. « Je m'asseyais toujours ici », confia Emma, en s'arrêtant près d'une légère dépression dans le sol, là où se trouvait un vieux banc. Mamie me passait des tranches de pêche dans une serviette en papier. Claire sourit. « Tu aimes toujours les pêches ?»« Je crois bien, » répondit Emma en riant doucement. « J'en ai d'ailleurs eu envie ces derniers temps. » Elles atteignirent l'autre côté de la propriété, là où la clôture retenait autrefois le pâturage et séparait le monde. Emma resta là, main dans les poches de sa veste, contemplant la terre qu'elle avait un jour appelée « maison ». « Je pensais avoir perdu cet endroit, » dit-elle à voix basse, « mais il m'a attendu. » Claire ne dit rien. Inutile. Elles avaient déterré ce qui était enfoui. Pas seulement des os, mais une identité, une histoire et de l'amour. La vérité, patiemment gardée, avait enfin été entendue.